Bonjour à tous et à toutes, ravie de vous retrouver sur ce plateau télé SCD Magazine en direct du salon Millipol. On va parler pour cette séquence de la lutte contre la pédocriminalité, un sujet dont on parle assez rarement ici et de manière générale. On va en reparler, mais on va accueillir pour en discuter Marc Polman. Vous êtes founder et CEO de Aetheos. Vous nous raconterez un petit peu ce que vous faites. Et Nicolas Hernandez, PDG de Aleph Networks. Et également, vous nous expliquerez les solutions que vous développez. Alors, je le disais rapidement en introduction, c'est un sujet qu'on aborde peu. Quels sont les blocages, les freins d'avoir une discussion qui permettrait de faire avancer le sujet et de trouver des solutions? Alors, je vais commencer à répondre. Je pense qu'aujourd'hui, on en parle peu parce que c'est un tabou. C'est un tabou, et un tabou, il est fait pour protéger notre cerveau de violence. Donc c'est un phénomène qui est un peu complexe, mais ça permet d'éviter, ça permet aux gens de se protéger. Le problème, c'est que si on ne voit pas un problème, on ne va pas le traiter, on ne va pas le résoudre. Oui, c'est ça, Nicolas. C'est des crimes qu'on ne voit pas. C'est des crimes qui sont cachés, dont personne ne parle. D'habitude, si je prends un exemple par analogie, des gens qui meurent dans des films parce qu'on leur tire dessus, on en voit. Des accidents de la route, on en voit. Des scènes de guerre, malheureusement, on en voit. De la pédocriminalité, on n'en voit pas. Et les gens, je pense, et je te rejoins là-dessus, ne s'imaginent pas qu'est-ce qu'il y a derrière ce crime-là, entre autres. Oui, c'est donc une forme de criminalité qui prend des formes très variées, très diverses, qui évolue aussi beaucoup. Les solutions que vous développez chez Aleph Networks, ça fait plus de 10 ans, je crois, que vous travaillez dessus. Quelles évolutions vous avez pu voir dans la publication de ce type de contenu depuis 10 ans donc? Alors, ce qui se passe, en fait, c'est que toute cette criminalité, comme d'autres, comme le djihadisme, comme d'autres types de violences, sociologiquement, ce qu'on peut appeler une sociologie du web, est soumise et réagit aux actions des États. C'est-à-dire que quand on va lutter contre la pédocriminalité sur les réseaux sociaux, cette pédocriminalité va se déplacer dans d'autres zones. Et ce qu'on constate, on l'a constaté pour la présence de Daesh, je pourrais faire un parallèle, sur lequel il y a eu une lutte importante sur le web suite aux attentats de Charlie Hebdo. Ils ont disparu du web. Et puis depuis, l'État s'intéresse beaucoup aux réseaux sociaux, ils sont réapparus dans le web. On a exactement le même phénomène pour la pédocriminalité, qui aujourd'hui est descendu dans le dark web, et c'est là où notre technologie, qui est un moteur de recherche dans le dark web, identifie et voit, parce que ce ne sont pas des humains, c'est une technologie, elle voit qu'effectivement, aujourd'hui, on se rend compte qu'un tiers du dark web sont des sites pédocriminels. Un tiers du dark web, ça fait plus de 30 000 sites. Et concrètement, comment ça fonctionne, ce moteur de recherche? Alors c'est très simple, c'est une technologie qui est équivalente à celle de Google, sauf qu'elle est réservée, cette partie-là, elle est filtrée en fait par nos consultants pour pouvoir répondre à des problèmes B2B, que sont le vol de données, les risques cyber, l'identification du risque cyber. Toute la partie pédocriminalité est réservée aux services étatiques. C'est-à-dire que notre structure fait l'effort de sortir toutes ces données-là et de les mettre à part et de les réserver à des services spécialisés. Et une fois que vous avez détecté ce contenu, est-ce que vous le remontez au service de police, de gendarmerie? Alors, il est identifié au sein de notre structure. On travaille de deux manières. Donc, l'outil permet de faire des recherches. Donc, il y a des services d'État, effectivement, qui travaillent peu, à notre sens, pas assez, qui travaillent sur ce sujet. On travaille aussi avec Point de Contact, avec qui on travaille beaucoup, qui, elle, va faire du déclaratif et de la préjudiciarisation pour Pharos. Et Point de Contact génère, je crois, près d'un tiers des entrants de la plateforme Pharos. Donc on travaille de cette manière-là. Nous, on n'a pas vocation, on n'a pas les équipes pour faire ce travail-là. Donc on se limite à identifier et à sortir du périmètre pour protéger nos clients de cette typologie de contenu. Et Marc, comme les outils que vous proposez, vous s'attaquent notamment au grooming, qui est un phénomène très, très
commun, malheureusement, dans ce type d'activité criminelle. Comment fonctionne votre outil concrètement? Qu'est-ce qui vous permet de faire? Alors en fait, la détection de cette tactique psychologique qui vise à abuser d'un enfant, on est capable aujourd'hui de la détecter et en temps réel. Donc dans une conversation qu'il y aurait par exemple sur un réseau social entre deux individus, on est capable d'aller repérer ces ingrédients qui font partie de la tactique psychologique qu'emploient ceux qui abusent les enfants. On est capable de repérer ça. On est capable, au moment où on le repère, de signaler l'abus à l'enfant en disant « la conversation que tu as avec cette personne, elle n'est pas bonne ». Donc l'avertir qu'il faut qu'il stoppe la conversation et en même temps pouvoir conserver des preuves, des évidences pour les forces de l'ordre afin que cette personne puisse plus tard être poursuivie. Et sur quel type de technologie ça s'appuie, ça? Alors en fait, on a chez Aetheos développé notre propre moteur de compréhension du langage naturel qui nous permet de capter de traiter en fait les conversations, le contenu de mail, le contenu de site internet, et on l'a adapté à tout un tas de formes de contenu inapproprié, que ce soit du terrorisme, du trafic d'êtres humains, de la pédocriminalité, des discussions entre pédophiles, etc. Je crois qu'on est les seuls au monde à détecter ça d'ailleurs. Oui, c'est impressionnant. Et ensuite, justement, comment, c'est un peu la même question dont on parlait tout à l'heure, Nicolas, mais comment vous faites remonter ça aux forces de police ou aux forces de l'ordre? Alors, c'est pas très original, mais nous aussi, on travaille avec Point de Contact pour les aider à, on va dire, signaler ce type de contenu inapproprié. Ils utilisent d'ailleurs notre solution. On travaille également avec les forces de l'ordre, plus particulièrement avec la gendarmerie, qui ont notre solution en test, mais aussi on a des contacts avec le ministère de l'Intérieur. Et du côté des associations, parce que nous-mêmes, nous ne sommes pas pédocriminels ou terroristes ou autres, eh bien, on va s'appuyer sur un certain nombre d'associations, comme par exemple iWAS, comme par exemple Caméléon, comme par exemple Be Brave, parce que ces associations nous remontent des informations que l'on va nous réutiliser pour remettre ça dans notre moteur, pour que notre moteur puisse au mieux détecter les choses. Je prends juste un exemple pour bien comprendre ce que je suis en train de dire. Le thème de la reconnaissance du discours haineux. C'est un thème qui est très trendy, on va dire ça comme ça. Mais il y a un certain nombre d'associations qui luttent contre l'antisémitisme qui vont, eux, envoyer du vocabulaire spécifique qui a fait partie d'un certain nombre de signalisations qu'eux ont reçues, transmettent ces commentaires à Point de Contact, et ensuite Point de Contact nous les redonne pour que nous on le remette dans l'outil. Ça fait qu'on est capable de mieux détecter les choses comme ça. D'entraîner un petit peu vos outils. On l'entraîne, mais ce sont des êtres humains qui les entraînent. Oui. Voilà, c'est ça. C'est la grande différence. L'intelligence humaine, on en revient. Exactement, c'est de l'intelligence humaine. Ouais. Donc on voit que finalement, il existe des technologies, des outils pour repérer ce type de contenu, pour les signaler, pour les détecter, pour les faire remonter. Pourquoi finalement les résultats aujourd'hui ne sont pas à la hauteur des attentes, Nicolas? Je pense qu'on en revient à ce qu'on disait au début. C'est-à-dire que nos technologies... aujourd'hui, on est capable de démontrer que les technologies pour lutter, pour freiner, existent et peuvent être mises en œuvre. Alors, effectivement, la question, c'est pourquoi ce n'est pas le cas. Pourquoi est-ce qu'on ne va pas plus loin? Pourquoi est-ce que ce n'est pas mis en œuvre? Et je pense qu'aujourd'hui, hélas, nos politiques sont des humains et sont aussi soumis au tabou. Nous, ce qu'on aimerait, c'est pouvoir avoir accès à des députés, leur montrer la réalité, leur démontrer que les technologies existent, elles sont peu coûteuses et elles peuvent être mises en place. C'est-à-dire que les solutions technologiques existent, elles sont à portée de main. Aujourd'hui, détecter des images pédophiles, c'est possible. Et en plus, c'est peu coûteux. Détecter des conversations à risque, c'est possible. Donc je pense que ce n'est pas une volonté politique, c'est plus que ça. C'est une prise de conscience politique du problème qui déclenchera une volonté. Et je pense qu'on va trop vite en espérant que nos politiques vont le faire tout seuls, mais non, ils ne le voient pas. Donc je pense, mais c'est personnel, Marc on verra s'il est en accord avec ça, mais je pense que
le premier élément qui est essentiel, c'est d'être en capacité de montrer à nos députés la réalité des choses et ensuite leur montrer qu'il y a des solutions qui sont tout à fait très facilement qu'on peut mettre en œuvre. Le message est passé, Nicolas. Marc, est-ce que vous souhaitez réagir ? En fait, je voudrais juste rajouter un petit commentaire qui va dans le sens de mon ami Nicolas. C'est que ces nouvelles scènes de crime, cybercrime, c'est quoi en fait ? Comment est-ce qu'aujourd'hui on va abuser d'un enfant à distance ? J'utilise Facebook, j'utilise WhatsApp, j'utilise PayPal. Alors, ce sont des technologies que tout le monde a dans la poche, sur son smartphone. Et souvent, lorsque je discute avec les gens me disent « Mais Marc, ces grandes entreprises, prenons Facebook, prenons Microsoft avec Skype, parce qu'ils ont aussi des solutions de cryptage. » Tu seras d'accord avec ça. Ces gens-là, ils font aussi des logiciels qu'ils appellent d'intelligence artificielle et qui sont censés détecter les choses inappropriées. Je pose juste une question. Pourquoi ces entreprises utilisent une workforce qui est soit en Afrique, soit dans les pays de l'Asie du Sud-Est et qui payent $2 de l'heure pour faire de la modération? C'est des êtres humains qui font encore de la modération pour ces sociétés-là. Donc s'ils avaient une technologie qui permette automatiquement de détecter qu'il y a bien un contenu inapproprié, ça serait une très bonne nouvelle, sauf qu'ils ne l'ont pas. Et lorsqu'on teste ces solutions, notamment sur du contenu pédocriminel, certaines d'entre elles vont catégoriser ce contenu, qui pourtant est très explicite, dans une catégorie, je donne 2 exemples, musique pour enfants. J'ai une autre catégorie, c'est religion tibétaine. Je ne sais toujours pas pourquoi, mais voilà, sache-le Nicolas, je te montrerai le truc. C'est classé dans les religions tibétaines, mais c'est bien du contenu pédocriminel. Donc. Effectivement, ça pose la question de la protection des modérateurs qui sont exposés quand même à des contenus difficiles au quotidien. Et justement, est-ce qu'une des pistes pour aller plus loin, ce serait peut-être aussi d'encadrer, de dialoguer avec les plateformes et de voir comment justement, pour qu'elles puissent intégrer vos outils, quelles sont les pistes de réflexion, qu'est-ce qu'on peut faire pour les encourager, les inciter à adopter ce type de solution ? Moi, je suis persuadé, alors je me trompe peut-être, mais il y a un coût financier, il y a des intérêts croisés qui sont très complexes, qui sont au-delà de notre capacité d'action. Et je considère personnellement que si on a envie que les choses changent, il ne faut pas s'appuyer sur les autres. C'est peut-être à l'État d'imposer du traitement, d'imposer des méthodologies. C'est peut-être à l'État de réglementer. Donc on revient aux députés. Se délayer de la responsabilité de ce travail-là, c'est tout à fait un mécanisme psychologique de refus. C'est aux grandes plateformes de travailler. Mais voilà, on se retrouve à un État qui n'est pas en capacité de fournir parce qu'il ne voit pas. Et quand on adresse le sujet, il dit non mais c'est pas à nous, ce sont aux plateformes. Donc en fait, tout le monde se refile la patate chaude parce qu'on n'a pas envie d'avoir la patate chaude entre les mains. Le cerveau ne veut pas. Il y a exactement le même phénomène chez les plateformistes. Effectivement, on décale ça en Afrique, à bas coût, et on se dit comme ça, c'est bon, je remplis la case, et mon cerveau va mieux, je suis apaisé. Mais quand on creuse, ça ne fait pas le boulot. Et en plus, vous faites très bien de le souligner, Point de Contact vient de sortir un livre blanc sur la protection des modérateurs. Quand on fait faire ça par un humain, ça a un coût. Faire ça par une IA, on pourrait limiter énormément le coût humain de modération. Donc il y a aussi un enjeu de protection des modérateurs. Merci de le souligner. Oui, à condition que cette modération que proposent ces solutions logicielles fonctionne. Parce que si le modérateur pense qu'il va, en cliquant sur ce lien, découvrir une nouvelle chanson pour les enfants, mais qu'il est exposé à un contenu pédocriminel, tu vois ce que je veux te dire. Donc j'en reviens à cette... comment je pourrais dire ça quelque part ce mensonge que certaines sociétés de technologie made in USA nous font, nous laissent penser qu'ils sont capables aujourd'hui de protéger les enfants, de détecter le grooming. Moi, je ne sais toujours pas comment est-ce qu'on détecte une intention d'abus sexuel en regardant une image. Et pourtant, Microsoft, sur son site Photo DNA, c'est un logiciel d'analyse d'image. Pourquoi est-ce qu'il l'utilise pour détecter du grooming?
Là encore, c'est des gens qui nous trompent, qui nous font penser que cette chose-là peut se régler par une technologie existante, mais ça ne fonctionne pas. Je pense que les gens devraient voir ça. Je vais prendre un autre cas assez simple. Google est censé filtrer des sites illégaux. Il y a des cas de jurisprudence où ils disent on n'a pas les moyens de filtrer tous les sites. Nous, on retrouve des sites sur le web standard, accessibles par tout le monde, de propagande de Daesh. Comment nous, une petite PME, certes innovante, qui travaille avec l'État, arrive à identifier en 2 minutes tout l'écosystème de Daesh et comment Google ne les filtre pas. Ils sont indexés par Google. Alors, on ne les trouve pas facilement, mais ils sont dans les index de Google. Comment ça se fait que nous, on y arrive? Comment ça se fait que Marc y arrive avec nos technos et que les grands n'y arrivent pas? Moi, je n'ai pas de réponse. Je pense qu'il y a aussi un filtrage psychologique. On ne veut pas gérer le sujet. On fait un bout de techno. On ne la valide pas en termes qualitatifs. Mais au moins, j'ai traité, je peux rentrer chez moi, dans ma famille, et mon cerveau accepte, j'ai coché la case. Et je l'évacue très, très vite. Je pense qu'il y a aussi de ça. Peut-être pas que, peut-être qu'il y a du mensonge, peut-être qu'il y a du financier. Mais je pense qu'il y a aussi des mécanismes humains de refus, de remettre en question la qualité. On retrouve le cas en cyber. Nous, ce qu'on voit en cyber, c'est censé être traité par les grands donneurs d'ordre, et on voit des horreurs, on voit des états de faiblesse. Là, je pense que c'est des raisons financières. On n'a pas envie de voir les risques parce que ça coûte de les couvrir, mais je pense véritablement qu'il y a une problématique. Tant que l'État ne prend pas le sujet et n'impose pas et ne donne pas des pénalités en disant votre niveau il n'est pas suffisant, regardez, nous, on y arrive mieux que vous. Faites un effort, mais il va falloir montrer. Et cette difficulté à détecter, pour toutes les raisons, explique aussi qu'on a du mal à mesurer l'ampleur du phénomène. Est-ce qu'on n'a pas de chiffres aujourd'hui, pas d'indicateurs? On a les chiffres. On a les chiffres sur ce qu'on détecte nous. C'est monstrueux. Je vous disais au début, plus de 30 000 sites qui sont identifiés dans le dark web. Donc on doit frôler les 40 000 maintenant. C'est environ 150 sites par mois qui tombent et qui sont qualifiés par nos consultants, par de l'humain, et donc qui souffrent. On pourrait tout à fait, avec une IA, proche de celle de la tienne, les détecter automatiquement, les préqualifier et les faire requalifier par un humain ou par un juriste, qui là, avec tout un processus de filtrage, impose, parce que l'État a les moyens aujourd'hui d'interdire l'accès à ces sites par du filtrage, et aujourd'hui ce n'est pas le cas. Ces sites sont toujours accessibles, que ce soit dans le dark ou dans le web standard. Aujourd'hui, les sites de Daesh, on pourrait très bien les filtrer, l'État pourrait les filtrer. Il y a tout l'attirail juridique et administratif pour le faire. Et aujourd'hui, ce n'est pas fait. Et ça, je n'ai pas de réponse. Et ça, on aimerait le montrer à des députés pour lui dire ne réinventez pas la poudre, les solutions technologiques existent, les solutions juridiques et administratives existent. En 2022, ce sont 2,6 enfants abusés par seconde dans le monde. 2023 va pas être mieux. Va pas être mieux pourquoi? Parce qu'on n'a rien fait pour stopper le phénomène. 2023 va pas être mieux parce que grâce à la technologie, on peut aujourd'hui générer des images pédopornographiques dans tous les domaines possibles et imaginables avec un ordinateur et des images que j'ai piquées sur Instagram, sur Facebook. Bah oui, parce qu'on adore prendre nos enfants en photo. Ces photos-là, elles terminent dans un dossier et ça va servir de matière première pour générer des images pédocriminelles qui s'ajoutent aux infractions qui sont déjà commises dans la vraie vie. Et pour terminer, ces technologies de génération d'images pédocriminelles, elles fonctionnent en tapant du texte. C'est-à-dire que je vais décrire en tapant du texte ce que je veux que l'intelligence artificielle me génère comme image. Alors les gens se sont posé la question, comment je peux automatiser ça? ChatGPT. Voilà. Donc on retrouve aujourd'hui sur 8channel, qui est une sorte d'immondité sur le dark web, des discussions entre pédophiles qui expliquent le mode opératoire de comment j'utilise ChatGPT pour injecter du contenu dans un logiciel qui s'appelle Stable Diffusion pour générer en masse des images pédocriminelles. Bienvenue en 2023.
L'image, effectivement, pas très réjouissante. Heureusement, les technologies existent, on l'a dit, les solutions sont là. Il n'y a plus qu'à. On espère qu'en tout cas, en ayant eu cette discussion ici tous les trois, on aurait réussi un peu à contribuer en tout cas à faire passer le message et à essayer de faire avancer les choses. Merci beaucoup à tous les deux, Marc Polman et Nicolas Hernandez, d'avoir été avec nous cet après-midi. Merci Émilie. Merci beaucoup.